1857, une société savante remet à trois grands savants un pli cacheté d'un texte d'un roi assyrien, Tiglath-Phalazar. Ces trois savants sont le français Jules Aubert, le pasteur irlandais Edward Hincks et l'anglais William Fox Talbot, par ailleurs connu pour l'invention du calotype, donc un des pionniers de l'apparition de la photographie. Ces trois savants remettent une traduction qui paraît suffisamment concordante pour que l'on puisse considérer que la langue assyrienne est à cette date déchiffrée. C'est la résultante d'un peu plus de 10 ans et plus d'efforts par ces personnages, mais également on doit citer Henry Rawlinson et Paul-Émile Botta en particulier, ou encore Henry Layard, qui, dans le cas de Botta et de Layard, ont découvert par les premières fouilles archéologiques sur le terrain en Assyrie, dans le nord de l'Irak, les vestiges, les textes qu'ils ont copiés et qu'ils ont rapportés pour en faire l'étude, et ça a permis ce déchiffrement. L'assyrien, on le sait maintenant, après de nombreuses autres décennies d'études et d'explorations archéologiques, est en réalité une forme de dialecte parlé au nord de la Mésopotamie, tandis qu'au sud, on aura plutôt ce qu'on appelle le babylonien. Et toutes ces formes, finalement, sont rattachées à ce que l'on appelle plus globalement l'akkadien, langue akkadienne qui s'avère être la plus ancienne langue sémitique connue et celle qui a été notée la plus anciennement à partir du XXIVe siècle avant notre ère. Dès lors, l'akkadien continuera d'être écrit en cunéiforme, à côté d'autres langues bien sûr, jusqu'à la fin du premier millénaire avant notre ère. Donc il a une très longue vie et par ailleurs un fort succès puisque il deviendra même la langue internationale pour tout l'Orient jusqu'en Égypte au deuxième millénaire avant notre ère. L'akkadien a été utilisé au-delà de la sphère mésopotamienne stricto sensu, à l'est, sur le plateau iranien et notamment dans la région occidentale autour de la ville de Suse, et puis également à l'ouest de la Mésopotamie, Irak actuelle, en particulier dans toute la zone syrienne et sur la façade de la Méditerranée orientale qu'on appelle aussi le Levant. Et même au-delà, puisque cet akkadien du deuxième millénaire va gagner le rôle de langue internationale. C'est cette langue que l'on va parler et écrire dans les échanges diplomatiques à l'international, ce qui explique qu'on retrouve des tablettes akkadiennes aussi bien dans l'Empire hittite sur le plateau anatolien, donc quelque part en Turquie actuelle, qu'en Égypte et en particulier sur le site de Tel El Amarna que vous connaissez peut-être. Cette langue diplomatique va quelque part cesser un peu de l'être, malgré le fait qu'elle est parlée dans les grands empires assyriens et babyloniens de la grosse première moitié du premier millénaire avant notre ère, parce qu'elle va peu à peu être supplantée par l'araméen. En revanche, elle continue à être utilisée, notamment dans les milieux lettrés, jusqu'à la fin du premier millénaire avant notre ère, même au tournant de notre ère. Et on peut donc considérer que l'akkadien subsiste jusqu'à la disparition du cunéiforme, disparaissant avec lui dans cet oubli relatif qui va durer près de 2000 ans. Au XIXe siècle, ce sont les explorations archéologiques et le travail très laborieux des savants sur ces textes et sur ces vestiges qui va permettre de retrouver la mémoire en déchiffrant de nouveau cette langue akkadienne et les différents textes à travers leurs lettres, leurs textes historiques, leurs textes scientifiques, mais aussi des textes à valeur juridique, notamment le Code de Hammurabi, qui est une stèle à valeur juridique dont le texte est écrit dans un paléo-akkadien assez pur, qui a d'ailleurs servi d'exercice pour bien des élèves tâchant d'apprendre l'akkadien dans l'Antiquité et désormais aujourd'hui.